Je vous tends le micro. Merci beaucoup. Moi, je vais vous raconter des histoires. Alors, j'ai même pris des notes, voyez-vous, pour vous raconter des histoires. Mon histoire préférée, mon sujet préféré, c'est la liberté d'expression, qui est à peu près le seul sujet que je connais vraiment bien, parce que, comme vous savez, nous, les journalistes, on ne connaît jamais vraiment les choses. Mais ça, c'est le seul sujet que je connais. Et chacun sait ici que sans la liberté d'expression, sans la liberté de la presse, il n'y a pas de démocratie libérale. Les démocraties libérales sont apparues avec la liberté de la presse, et l'un ne va pas sans l'autre. Ce qu'on sait moins, ce qu'on dit moins surtout, c'est qu'il n'y a pas de liberté de la presse, ou en tout cas il ne reste pas grand-chose sans publicité. Et ce, depuis le tout départ de cette affaire. Et vous savez, toutes les choses que je répète toujours sur la liberté de la presse, Clémenceau, la République vit de liberté, etc., etc., on pourrait dire aussi que la République vit de publicité. Et ça se prouve. C'est l'histoire d'Émile de Girardin, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est l'inventeur d'un journal qui s'appelait La Presse. Il manquait pas d'humilité, le camarade. C'était La Presse à lui tout seul. Et en 1836, il invente La Presse. Et qu'est-ce qu'il y a dans La Presse ? Il baisse le prix des abonnements, des souscriptions, comme on disait à l'époque. Il augmente considérablement la place de la publicité. Et il fait naître, en France en tout cas, la presse moderne, la presse riche, donc indépendante, parce que Renaud Grand-Clément, qui est là, qui est le PDG du Point, le sait, on le répète toujours, l'indépendance économique et l'indépendance éditoriale, c'est exactement le même sujet. Mais Girardin, ça va plus loin que ça, parce que c'est penser son truc. Et je vous ai imprimé, là, ce qu'il disait, c'était tellement génial à ce sujet, parce que ça va beaucoup plus loin de, bah oui, ça vous a pas échappé, c'est-à-dire que pour résister à un pouvoir politique, avoir de l'argent, c'est mieux. Pour envoyer des reporters en Ukraine, pour aller regarder ce qui s'y passe, bah c'est mieux. Pour faire des grandes enquêtes et faire de l'investigation, oui, c'est beaucoup mieux d'avoir de l'argent. Et donc, gagner de l'argent, c'est de l'indépendance, c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Et Girardin, il écrit ça, c'est en 1838 quand il écrit ça. Il dit, je le cite, « En France, l'industrie du journalisme repose sur une base essentiellement fausse, c'est-à-dire plus sur les abonnements que sur les annonces. Il serait désirable que ce fût le contraire. Les rédacteurs d'un journal ont d'autant moins de liberté de s'exprimer que son existence est plus directement soumise au despotisme étroit de l'abonné qui permet rarement qu'on s'écarte de ce qu'il s'est habitué à considérer comme des articles de foi. » Fermez la citation. Et là, on découvre la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que la liberté, c'est un équilibre. Il y a des abonnés, il y a des acheteurs, il y a l'État, il y a aujourd'hui, on dit les stakeholders divers et variés, les annonceurs. C'est un point d'équilibre. La publicité rééquilibre ce pouvoir. Et d'ailleurs, vous voyez bien, les journaux qui n'ont pas de publicité, ils sont dans une dépendance étroite de l'abonné à leurs abonnés et à ceux qu'ils pensent, et ils deviennent un peu des journaux partisans, des journaux de parti. Il faut avoir la capacité de choquer son lecteur, de le prendre à rebousse-poil, de lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. C'est ça aussi la liberté de la presse. C'est aussi la liberté vis-à-vis de son lecteur, et la publicité y participe grandement. Je crois qu'on oublie beaucoup ça aujourd'hui, et vous savez, vous le connaissez comme moi, il y a un journal en ligne dont le principe, c'est le slogan, c'était seuls nous, lecteurs, peuvent nous acheter. Mais résultat, vous ne voyez jamais des gens qui pensent le contraire chez eux. Hein, oui, c'est vrai. Dans le Point, vous pouvez voir des gens qui pensent rigoureusement l'inverse de notre ligne, de ce qu'on pense. Tout le temps. Chez eux, là, jamais. Et parce qu'ils ne peuvent pas. Et donc, en fait, ils n'ont pas cette liberté qu'ils prétendent avoir parce qu'ils sont dans la dépendance de la lecteur. La pub, c'est de la liberté. Et c'est une histoire qui est très ancienne. Quand même un disclaimer, comme on dit dans ces cas-là, il y a d'excellents journaux, formidables journaux qui n'ont pas de publicité. Je suis un fanatique, je suis un fan du Canard enchaîné, de Charlie Hebdo. Beaucoup sont des amis en plus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais enfin, comme vous savez, c'est ce que disait Michel Audiard. C'est comme les poissons volants, ça existe, mais ce n'est pas la majorité du genre. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sans la publicité, il ne resterait pas grand-chose de la liberté de la presse, de sa capacité à enquêter et à résister au pouvoir. Puis je vais vous donner un exemple qui est l'exemple le plus important, je pense, le plus haut fait d'armes de l'histoire de la presse française.
qui est le numéro de l'Aurore du 13 janvier 1898, qui est le numéro du J'accuse. Et alors, il est vachement intéressant ce numéro parce que tout le monde connaît la une, on l'a lu, on l'a vu dans les livres d'histoire, hein, voilà, le papier de Zola, etc. Personne ne va chercher le reste. Pourtant, c'est accessible. Hein. Sur Gallica, vous trouvez ça. Il y a 4 pages. Hein. C'était un journal, très parisien aussi, qui était installé au 142 rue Montmartre. Il y a l'adresse dessus. Aujourd'hui, c'est le Silencio. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de bar, boîte de nuit, quoi. On se trémousse en oubliant le passé glorieux de cet endroit. Et absolument fondamental. Vous savez, c'est tout ce quartier de Paris où il y avait les journaux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes de nuit maintenant, parce qu'il y a des caves. L'imprimerie était au sous-sol, au 3e sous-sol, et donc maintenant on en fait des caves. Et alors, le J'accuse, il est très intéressant. Vous avez le papier de Zola, qui est sur 6 colonnes à la une, et qui tourne de 2 colonnes. Après, il y a des news, beaucoup d'histoires de procès. Ils aimaient bien hein, les procès, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la dernière page. Celle que personne ne regarde jamais. Et vous avez quoi? Vous avez 2 annonces immobilières, une pub pour le Crédit Lyonnais, les Docks de Paris. Vous avez une publicité pour un élixir qui a l'air hautement douteux. Vous avez le marché aux chevaux, le prix de la farine. Alors là, j'arrive pas à lire, mais donc je vais vous le dire de mémoire. Le prix au numéro du journal, c'était 5 centimes. La ligne de publicité, c'était 1,50 franc. Autrement dit, et ça faisait partie du modèle économique du journal, qui a quand même résisté à des pressions extrêmement violentes du pouvoir politique à l'époque dans l'affaire Dreyfus. Et il a résisté, pourquoi? Parce qu'il avait aussi les moyens de le faire, parce qu'il avait ça. Parce que d'ailleurs, on ne sait pas, la France était très majoritairement anti-dreyfusarde à l'époque. La majorité de la presse était anti-dreyfusarde. La France, très majoritairement, et très probablement la majorité des journalistes à l'époque étaient anti-dreyfusarde. Raison pour laquelle tous les conseils de l'ordre divers et variés que les gens inventent, que des ministres, voire notre président de la République imagine de temps en temps, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'un conseil de déontologie en 1898 aurait dit du J'accuse de Zola, et très probablement beaucoup de mal, parce que quand vous lisez, je ne sais pas si vous avez lu le texte, il ne respecte aucune règle de déontologie. Hein. C'est de l'accusation pure, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de contradictoire. C'est vraiment, ça respecte rien des chartes de Munich, ni de quoi que ce soit, et pourtant il avait raison, Zola, à 100%. Et cette discussion, je l'ai eue avec Chris, d'ailleurs, qui est un copain, hein, c'est un type tellement génial, et il se foutait de notre gueule. Il avait publié d'ailleurs des dessins dans Charlie où il se moquait du point, parce qu'on avait, vous savez, comment ça s'appelle, les gatefolds, là, hein, et donc, le truc, et du coup, il avait publié un bouquin 50 ans de liberté de la presse, et il y avait ce dessin-là, qui était dans ce livre, et on avait pris les bonnes feuilles, j'avais fait exprès, j'avais pris ce dessin en particulier, qui se moquait de nous, dans les bonnes feuilles, dans le point, dans les bonnes planches, etc. Et on en discutait en rigolant, parce que je faisais une interview, et je lui parlais de ça, et c'est marrant, parce que lui, qui est assez anti-pub, en fait, je l'ai un peu ébranlé, il me dit, ah, tu veux me dire que pas de pub, pas de Zola? Je dis, bah ouais, pas de pub, pas de Zola. Et bah oui, c'est une réalité. Et c'est marrant parce que Risque est un mec tellement intelligent, tellement fin, voilà, il est toujours en train de se moquer de tout le monde, mais en fait il avait quand même, alors c'est pas son modèle à lui, tant mieux, enfin on donne de leçons à personne, mais que nous non plus, on ne nous en donne pas. La publicité a payé son écho à la liberté de la presse et aux institutions et à la liberté qui est la nôtre aujourd'hui. Ne l'oublions jamais vis-à-vis des autres, mais même vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est assez fondamental. Et alors, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, là, je vous ai parlé de l'âge d'or de la démocratie libérale, 1836. C'est intéressant, d'ailleurs, je reviens un instant à Émile de Girardin. Émile de Girardin, c'est vraiment l'un des pères de la liberté d'expression. C'est le père de la publicité dans les journaux en France. C'est le père de la liberté d'expression. Le débat sur la liberté d'expression et la liberté de la presse, il a duré en gros de 1791, qui est la date du premier amendement américain, qui a eu beaucoup d'écho en France, jusqu'à 1881, qui est la Grande Loi. Et dans ce débat, qui a duré un siècle, il y avait des partisans du système à l'américaine, donc je fais un peu partie, hein, je reconnais, d'ailleurs du premier amendement, c'est-à-dire du free speech, vraiment. Girardin était la tête de file de ce mouvement-là. Et puis il y avait des gens qui étaient pour quelque chose de beaucoup plus répressif, resserré, etc. Et finalement, c'est Girardin qui a présidé la commission qui a mené à la loi de 1881. Alors, il a fait des compromis, parce que la loi de 1881 est quand même une loi répressive, mais c'était le père de ça. C'est quand même ne jamais oublier ce personnage, hein, qui, nous tous, à des titres variés,
et a un titre commun majeur, est un des fondateurs de nos libertés, de la publicité et de nos libertés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des gens qui disent c'est le retour des années 30, je ne suis pas complètement d'accord, un peu par certains aspects, mais il y a surtout quelque chose qui est très frappant, c'est le retour au 19e siècle. À un moment où la démocratie libérale, qui semblait être un modèle universaliste, universel, qui allait se répandre, est menacée. On voit bien dans l'attitude des BRICS, on voit bien dans l'attitude de Poutine, qui l'a dit clairement au Financial Times, dans un journal encore, quand il a dit le modèle de la démocratie libérale est obsolète. C'est ce que dit Erdogan, quand on l'écoute attentivement. C'est ce que dit Khamenei, mais ça, on n'attendait pas beaucoup plus de choses de lui. Mais on voit bien qu'il y a, même de manière plus soft, c'est aussi le modèle singapourien, une contestation de la démocratie libérale. Chez nous, ça arrive aussi. Ce qu'on appelle improprement, parce que c'est pas facile de les désigner, les populismes, etc. C'est quelque chose qui arrive, et c'est intéressant de voir que la presse subit de manière assez, parallèle, ce que subit la démocratie libérale dans les opinions. D'ailleurs, on voit bien que Poutine, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est s'en prendre aux télés, 2 aux journaux, papier. Celui qui a survécu, le média qui a survécu le plus longtemps, c'était Moskville, la radio de Venediktov, type incroyable. Mais ça prend comme ça. Erdogan, il a fait exactement pareil. Et après, si vous regardez le populisme chez nous, il prend diverses formes, de droite, de gauche. Mais vous avez sûrement lu, comme moi, ces études qui montrent que le vote Trump a particulièrement bien marché dans les zones aux États-Unis où la presse locale avait disparu, où il y avait moins d'abonnés. Il y a une corrélation, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Des journaux, ils ont beaucoup de défauts, les journaux. Attendez, moi, j'arriverai pas à défendre les journalistes. J'arriverai pas à en dire du mal aussi bien que Balzac, qui le faisait avec un talent incroyable, mais j'en fais partie des journalistes, ils ont beaucoup de défauts, énormément de défauts, mais il faut savoir quand même, et puis ils racontent parfois des grosses bêtises, etc., mais il n'y a pas de... Vous ne trouverez jamais autant de bêtises dans toute la presse française en un an que vous n'en trouverez sur Twitter en 1 heure. Et c'est une réalité, ça. Et donc, ce qui est très curieux, et je pense que vous me voyez un peu venir, un peu légèrement, c'est de voir effectivement que cette alliance, cette entente cordiale, cette alliance de fond philosophique entre la presse et la publicité qui date du 19e siècle, on voit beaucoup de choses partir vers ce monde des GAFAM, ce monde des plateformes qui sont précisément les lieux de prédilection de Poutine, qui entretient ses fermes à trolls, d'Erdogan qui en a d'autres. Nous, on a été victimes d'attaques de la part d'Erdogan comme de Poutine. Et tout ce monde-là prospère sur les réseaux. Et alors moi, j'ai une proposition à vous faire, qui est assez simple en fait. Et c'est même pas une proposition malhonnête, pourtant je sais que c'est ma spécialité, mais c'est pas une proposition malhonnête, vous savez, j'imagine que vous avez parlé un peu de critères de ESG, de développement durable, et dans les critères ESG, on dit qu'il faut faire attention à l'écosystème environnemental. On dit aussi qu'il faut faire attention à l'écosystème social des sociétés, ne pas déstructurer, déstabiliser les sociétés dans lesquelles on opère. Moi, je propose qu'il y ait un critère sur l'écosystème démocratique. L'écosystème démocratique, c'est la presse. Ça sert. Vous voyez, les journaux ont beaucoup de défauts, mais je vais en citer d'autres exprès. Vous trouvez des gens de gauche qui s'expriment dans le Figaro, vous trouvez des gens de droite qui s'expriment dans Libération. Un peu moins peut-être, un peu plus, un peu moins. Et alors, il y a quand même une base commune, il y a quand même une discussion commune, ce qui fait la base de notre démocratie libérale. Ça existe. Donc moi, je vous propose ça. Après, et c'est mon dernier point, parce que je sais que c'est le dernier point, j'entends parfois circuler des trucs, mais il y aurait des contenus anxiogènes. Et donc, il vaudrait mieux aller vers des trucs qui sont un peu... qui disent rien, même s'ils ne sont pas vraiment lus, mais c'est pas grave. Moi, je vous fais un pari, c'est celui de l'intelligence du lecteur, de l'intelligence des gens. Les gens sont toujours beaucoup plus intelligents qu'on ne pense, et que je ne crois pas qu'il y ait un lien de cause à effet. Je ne crois pas qu'on puisse lier les deux. On peut très bien, nous dans nos vies, nous pour nous-mêmes, nous savons faire la différence entre ce qu'on lit à un endroit et ce qu'on a envie de faire de l'autre, entre le plaisir, etc. Et puis j'ajouterais sur un dernier point. Non. Si, c'est le dernier politique. Non, je suis désolée. C'est une citation. Parce qu'après, on va me dire, mais c'est pas juste, il a eu 15, moi j'ai eu 12, et puis l'autre 25. C'est une citation. Les pages style, toutes les rubriques de plaisir, et ça c'est fondamental, c'est de la politique.
C'est de la politique, pourquoi? Parce que c'est du plaisir. Et je terminerai sur juste cette citation Non, mais ça, c'est de pas Henry sûr. Mencken, qui est mon polémiste préféré. Et je dis pourquoi c'est des pages de combat, qui disait la définition un puritain. Attendez, Un vote démocratique. Qui pour une dernière citation? Voilà. Ok. Là, C'est magnifique. Mencken, il disait, un puritain, c'est quelqu'un qui a la hantise que quelqu'un, quelque part, puisse être heureux. Alors battons-nous ensemble et soyons heureux ensemble.